Bonjour et bienvenue pour cette première émission du Grand Rebond. Un mot à propos du Grand Rebond qui a été créé en 2016 en partant du constat sur le terrain qu'un gouffre s'était creusé entre ceux qui s'emparent des changements et ceux qui ont la tête dans le guidon et ne parviennent pas à se saisir des mutations profondes. Le Grand Rebond désigne donc l'émergence d'un nouveau monde issu des transformations majeures qui sont aussi bien technologiques, environnementales, sociales ou encore sociétales. Début 2020, nous avons lancé un observatoire dont le but est d'identifier des cas concrets d'acteurs économiques qui ont réussi à amorcer leur métamorphose. On entend par là des acteurs dont le développement peut avoir des impacts positifs sur le plan social et sur le plan environnemental. L'objectif indirect, c'est d'aider les entreprises, les filières, les territoires à repérer, à transposer plus facilement des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modes de production, des nouveaux modèles de gouvernance ou encore de management. Alors, à compter d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 18 h pour découvrir au fil des émissions les acteurs du Grand Rebond qui nous partageront leur vision et leurs solutions pour réussir notre transition vers une économie durable et humaniste. Pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir une historienne engagée, Irène Dupont-Couturier, que vous allez découvrir dans un instant. Puis nous échangerons avec Jessica Brugère, qui est co-associée à la Maison du Management implantée à Lyon depuis 1 an, sachant que la Maison du Management existe à Paris déjà depuis 2014. Bonjour Irène. Bonjour Michael. Alors, merci d'être avec nous. Je vais, dans un premier temps, vous présenter en quelques mots parce que vous avez un parcours remarquable. Vous êtes historienne, vous avez cofondé en 1973 le CERFI, qui est le Centre de formation aux réalités internationales, qui a été créé pour accompagner les organisations privées et publiques à mieux comprendre les grandes transformations de notre monde. C'était en 1973. Et en 99, vous avez cofondé SOL, qui est la Société pour l'organisation apprenante issue du MIT, et par la suite, le mouvement Happymorphose, dont vous êtes toujours coprésidente, et vous menez ainsi de manière optimiste et engagée de la recherche-action pour aider Homo sapiens que nous sommes à prendre les voies créatives d'un futur humaniste. Et récemment, vous avez coécrit 2 livres importants avec l'anthroposociologue Alain de Vulpian. Tout d'abord, en 2016, un livre qui a été primé par l'Académie française, Éloge de la métamorphose en marche vers une nouvelle humanité. Et plus récemment, en 2019, Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle, la métamorphose humaniste. Et je souligne pour terminer que votre parcours, il est ancré depuis plusieurs décennies maintenant sur le terrain et à l'international, ce qui est important vis-à-vis de l'exposé que vous allez nous faire dans un instant et qui vous permet d'étudier l'évolution des sociétés et aussi de mieux comprendre la complémentarité des cultures. Irène, un grand merci pour être avec nous à l'occasion de cette première émission. J'en profite pour vous poser une question. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient le grand rebond, c'est-à-dire la grande bifurcation que Homo sapiens traverse et en quoi il s'agit d'un point de bifurcation plus important que les précédents? Je vais reprendre le mot que vous venez d'utiliser, le mot de Michael, le mot de métamorphose. Et donc, pendant une demi-heure à peu près, je vais vous parler de la grande métamorphose que nous vivons et on va commencer à esquisser toutes les conséquences que cela a sur le plan de nos vies personnelles et sur le plan de la gestion de nos organisations. Ce que je vais vous raconter, ça n'est pas une théorie, c'est une observation qui a été faite depuis plus de 60 ans pour le grand sociologue Alain de Vulpian et plus de 40 ans pour moi. C'est une observation sur le terrain à travers le monde et qu'Alain de Vulpian a condensé dans un livre qui a été écrit en 2015 et qui a été reçu le Grand Prix de l'Académie française en 2016. Et depuis, nous avons écrit ensemble un deuxième livre, Homo sapiens, à l'heure de l'intelligence artificielle, la métamorphose humaniste, qui est l'actualisation
et la condensation de ce premier livre. On ne peut pas tout dire dans un livre, mais c'en est l'actualisation. Je vous dirai deux mots, peut-être moi-même, sur la manière dont je me suis mise, j'ai été impliquée dans ce grand travail sur la métamorphose. La première chose que je voudrais dont on parle ensemble, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire métamorphose? Ensuite, on regardera où nous en sommes de cette métamorphose, le point de bifurcation que nous vivons actuellement, et on a bien l'impression qu'on vit à un point de bifurcation. Ensuite, je vous parlerai des voies possibles, les voies vers la métamorphose humaniste, celles que nous souhaitons, mais les résistances, les autres voies, et cela, elles sont tout aussi manifestes. Et ensuite, et en conclusion, ensemble, nous verrons comment prendre soin de cette métamorphose humaniste. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'entende bien sur le mot métamorphose. D'habitude, on emploie le mot de transformation, et vous l'avez employé, le mot de transformation profonde. C'est le mot latin, c'est un mot plus linéaire et qui est souvent lié à crise, et dans le mot crise, on a envie de revenir à la situation antérieure. Le mot métamorphose est le mot grec, c'est le mot utilisé par les biologistes. Et c'est le mot qui nous amène, et je voudrais que vous allez garder quelques mots en tête de cette conversation. Le premier mot, c'est le vivant. Nous travaillons dans des organismes vivants. Et en prenant ce mot grec utilisé par les biologistes, je vais m'appuyer sur toute la pensée de plusieurs biologistes. Alors, la métamorphose, vous la connaissez, hein, vous savez que très bien qu'il y a des tas d'animaux qui se métamorphosent, et je vais prendre simplement, parce qu'elle est très claire pour nous, très parlante, la métamorphose de la chenille qui devient papillon. La chenille, elle a trop bouffé, elle est devenue très grosse et elle ne peut plus se remuer pour aller trouver de nouvelles feuilles à manger, donc elle devrait mourir. Et elle se renferme dans son cocon, dans sa chrysalide, et là, il se passe quelque chose lié à la vie absolument passionnant. Des cellules s'interconnectent pour dessiner ce qui manque à la chenille pour qu'elle puisse se déplacer, un certain nombre d'organes et les ailes du papillon. Et les scientifiques appellent ça les cellules imaginales. Et je crois que nous tous ensemble ce soir, qui sommes en train de réfléchir à la grande métamorphose du monde, nous sommes des cellules imaginales. Alors, il faut garder deux choses en tête. D'abord, Homo sapiens a une très très courte histoire, hein. 300 000 ans, c'est rien du tout. Il a passé son temps à se métamorphoser. Ça n'a rien d'anormal. Il était chasseur-cueilleur, il est devenu agriculteur, il a fait l'ère des civilisations. Et ça, c'est un point, la métamorphose, c'est quelque chose de classique pour Homo sapiens. Le deuxième point qui est très très important aujourd'hui, c'est qu'Homo sapiens est un animal spirituel. Et que cet animal spirituel est en train de participer à l'éclosion peut-être d'une nouvelle ère qui serait l'ère de la conscience, l'ère des prises de conscience. Alors on le sent chez un certain nombre de chercheurs depuis quelques années. Le mot le plus adapté, mais d'autres emploient des mots tout à fait différents pour moi, c'est celui employé par Teilhard de Chardin, celui de noosphère, une mince couche de conscience qui entoure la Terre. On est passé de la géosphère, la matière, à la biosphère, le vivant, et il se pourrait que l'on soit en train de passer à une ère de prise de conscience
qui est l'ère de la noosphère. Alors, vous voyez tout de suite tout ce que cela va signifier pour vous en matière dans le développement. Des métamorphoses, il y en a eu partout. Il y en a eu en Asie, il y en a eu en Afrique, il y en a eu en... Bon. Mais les métamorphoses européennes sont particulièrement intéressantes parce que la dernière, elle s'est répandue dans le monde entier. Et aujourd'hui, la métamorphose est planétaire et c'est ça qui est passionnant dans les études d'aujourd'hui. Et la pandémie est un aspect de cette métamorphose planétaire. C'est pour ça qu'on la regarde. C'est parce que c'est au niveau planétaire. Alors, l'Europe a connu deux métamorphoses. Une, vous la connaissez par cœur, c'est celle de la Renaissance, et c'est la montée de la bourgeoisie qui a déifié la rationalité. Et cette métamorphose nous a amené à la grande révolution scientifique, technique, industrielle dans laquelle nous vivons. Et la deuxième métamorphose européenne, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Et elle a commencé probablement il y a une toute petite centaine d'années, au milieu des années 30. Et là, je voudrais que on regarde les grands penseurs qui ont conforté et qui nous ont permis d'aller plus loin dans les observations que nous faisions à travers le monde. Ces grands penseurs, c'est d'abord Norbert Elias, le grand sociologue allemand, et qui a décrit la première métamorphose européenne, le passage du Moyen-Âge à la bourgeoisie, éclairée et rationalisée. Et Norbert Elias décrit le cœur de ces métamorphoses comme étant le cœur d'un processus de civilisation. Et nous sommes probablement aujourd'hui au milieu du cœur du processus de civilisation. Ensuite, je vais vous parler de deux biologistes, Antonio Damasio, je vais vous en parler, Francisco Varela, et d'un chimiste. Vous voyez qu'on s'appuie sur vraiment un chimiste. Il y a Prigogine qui a eu le prix Nobel de chimie en 1977. Alors, commençons. De quoi est faite cette métamorphose européenne? Elle s'est exprimée d'abord dans la transformation profonde des personnes, ensuite dans la transformation du tissu social, et tout cela s'est appuyé et développé sur la grande révolution du digital. Alors, la transformation des personnes, nous étions des individus noyés dans la masse, on était des ouvriers destinés à devenir des ouvriers, on appartenait à des partis politiques, on appartenait à des institutions religieuses, on appartenait à des syndicats, enfin on était moulés. Depuis c'est probablement né dans les familles. Peut-être autour de l'idée du mariage d'amour, de l'affection pour les enfants. Ces personnes se sont transformées. Ces individus n'ont plus voulu rester des individus et ils ont voulu devenir des personnes, et c'est les gens avec qui vous travaillez aujourd'hui. Tous ces gens ordinaires qui sont des personnes qui veulent donner du sens à leur vie et faire des choses qui leur plaisent, et les jeunes le savent parfaitement. Donc cette transformation des personnes, et on va essayer d'aller plus loin. On reprendra après la transformation du tissu social et celle de la révolution numérique. Dans le diapo sur la transformation des personnes que nous regardons à l'heure actuelle, nous allons nous référer à une nouvelle manière, probablement nouvelle, nouvelle était trop rapide, peut-être nouvelle, de la manière dont on fait marcher notre cerveau. Ce dessin sur la société comme un cerveau, c'est complètement métaphorique. Vous imaginez bien que le cerveau n'est pas avec des cases imperméables. Mais nous avons dans le cerveau une partie qui travaille sur le rationnel, là où nous avons été éduqués.
une partie qui travaille sur l'émotionnel relationnel, celui de la famille, celui des relations affectives, et aujourd'hui c'est celui des réseaux. Une partie de notre cerveau qui est complètement sur le corps, le sens, c'est le cerveau sensoriel. Vous savez qu'on a des neurones dans le ventre. Et une partie qui est le cerveau spirituel et qui fait l'interaction entre tout cela. Alors, c'est assez cette manière dont le cerveau travaille, c'est tout le travail des neurosciences aujourd'hui. Ils nous ont appris, ils nous ont confortés, ils nous ont expliqué ce qu'on voyait sur le terrain mais qu'on ne comprenait pas. Vous avez dans le cerveau des cellules gliales, elles repèrent l'environnement. Les neurones qui s'adaptent, les synapses qui se mettent en réseau pour pouvoir faire marcher tout cela. Et vous savez que quand une partie du cerveau est abîmée, une autre partie peut se mettre à sa place. Et là, je travaille sur toutes les recherches d'Antonio Damasio, ce Portugais américain qui enseigne à Los Angeles et qui a vraiment compris scientifiquement que quand une partie de votre cerveau est abîmée, par exemple le rationnel, l'émotionnel relationnel peut le remplacer. Et c'est peut-être ça qui est nouveau dans l'histoire d'Homo sapiens. Et en y réfléchissant tout au long de notre très courte histoire, c'est peut-être la première fois où nous mettons en permanence toutes ces parties de notre cerveau à travailler ensemble. Vous comprenez que c'est plus compliqué. Vous comprenez que dans votre entreprise, vous ne savez pas si vous allez avoir en face de vous un rationnel, un émotionnel et comment il va réagir. Le sensoriel, et là, au milieu du confinement, on est en plein dans le problème du sensoriel et le spirituel. C'est complexe, mais c'est une force extraordinaire pour l'homme du XXIe siècle. Ça, ce sont toutes les recherches de Damasio et qu'il définit dans ses derniers livres en 3 mots. Vivre, c'est survivre, c'est se reproduire et c'est s'épanouir. Et pour lui, le mot le plus important, c'est s'épanouir. Et vous voyez toutes les conséquences que cela a en termes de management. Si je reprends la transformation du tissu social, là, je me réfère à Francisco Varela, qui était un Chilien qui enseignait à l'école polytechnique, chilien immigré, qui était l'élève de Maturana et qui a travaillé sur le vivant et les organisations vivantes. Varela considère que dans la mesure où, dans une organisation, toutes les cellules communiquent pour s'adapter à leur environnement et annoncer et comprendre le changement de cet environnement, cette organisation peut être considérée comme un organisme biologiquement vivant. Et il considère que la vie se régénère, c'est ce qui arrive à la chenille. Il appelle ça l'autopoïèse, c'est un très beau mot grec, et que vous appelez le grand rebond. Bon, c'est Varela. La régénération, l'autopoïèse, le grand rebond. Pour nous, c'est un mot essentiel. Gardez celui que vous voulez. Moi, j'aime bien celui d'autopoïèse. Et le troisième élément était la transformation de l'environnement. On ne sait pas ce qui s'est passé au début des années 80. Nous vivions avec une informatique de gros ordinateurs hiérarchiques, etc. Et on s'est retrouvés, est-ce que c'est parce que cela, on ne sait pas, c'est une interaction entre le développement des personnes
et le développement, le changement du tissu social. Dans le changement du tissu social, c'est une société de plein pied. Hein. On ne veut plus de chef. On est en position hiérarchique. Et on regarde son modèle sur la manière dont vous êtes habillés les uns les autres, mais pas du tout au-dessus. Hein. Alors, cette transformation s'est exprimée dans le numérique par l'apparition de l'ordinateur portable, qui est devenu Internet, le savoir pour tous, qui est devenu le smartphone, le téléphone à tout faire, et qui devient la 5G, etc. Ça nous amène cette transformation gigantesque des personnes du tissu social et de l'écosystème numérique, nous amène au cœur de ce que vous venez de dire, le processus de civilisation, la métamorphose, la grande bifurcation. Et là, nous nous référons, je vous l'ai montré tout à l'heure, à Ilya Prigogine. Ilya Prigogine était un chimiste belge qui travaillait sur l'équilibre des systèmes. Dans les systèmes stables, il n'y a rien à faire. Mais il travaillait sur les systèmes qu'il appelait dissipatifs. Et je crois qu'on peut considérer qu'on est dans un système dissipatif. Dans ces systèmes dissipatifs, il y a des tendances lourdes et des points de bifurcation. Et au point de bifurcation, nous pouvons tous faire quelque chose. Ça, c'est une découverte fondamentale. Et pour ça, il a eu le prix Nobel, qu'il a appliqué d'abord à la chimie et avec Isabelle Stengers aux sociétés. Et c'est la diapositive que je voudrais vous montrer maintenant, le point de bifurcation. On parle de la complexité. Le vivant crée de la complexité, hein, ça c'est automatique. Au point de bifurcation où nous avons l'impression que nous sommes, si on suit Prigogine, il y a différentes voies possibles. Et vous pouvez avoir certains qui vous poussent dans la mauvaise voie et d'autres qui vous poussent vers ce que nous appelons la métamorphose humaniste. On peut être poussé vers une métamorphose financière ou vers des oligarchies, qui soient des oligarchies financières, et on les voit, qui soient des oligarchies de gouvernement autoritaire, et malheureusement on les voit, qui soient des oligarchies techniques, où c'est les robots qui prendront la puissance, et l'humanité sera gérée par, vous me permettez de joke, de faire une petite réflexion amusante. On sera géré par des vieillards californiens qui auront 500 ans, qui donneront des ordres à des ordinateurs, et le reste de l'humanité vivra comme une fourmilière. Ça, c'est pas drôle. Et l'autre voie, c'est celle que nous observons pas à pas depuis 1950, mais qui peut très bien être balayée par la première voie. Et puis, il y a des voies intermédiaires. Mais la seule chose qu'on sait, ce que nous dit Prigogine, c'est que au point de bifurcation, tous les gens ordinaires, s'ils s'allient, peuvent faire quelque chose pour prendre le bon chemin. Et ce bon chemin devrait nous amener à ce que nous appelons, ça c'est l'expression d'Alain de Vulpian, en un seul mot, une société comme un cerveau. Alors, on va en parler sur le comment, c'est-à-dire c'est une société en réseau, c'est une société interconnectée, où on cherche le bien commun. On oublie le mot intérêt général. L'intérêt général, c'est décrété par mon père me disait, l'intérêt général, c'est d'aller repeindre les barrières. C'est le bien commun, où on va rechercher le bien commun, d'autres formes de gouvernance, et on va en parler plus loin, et nous allons passer
dans une ère de coopération qu'on sent monter de soft power que moi j'ai toujours appelé l'ère de l'influence. Alors tout ça passe par l'éducation, c'est évident, et la formation, c'est ce que vous faites. Alors, comment est-ce qu'on peut aller aider cette métamorphose humaniste où l'homme serait épanoui? Je vais vous demander de regarder la diapo suivante sur les carnets de la métamorphose. Le matin, quand vous vous réveillez, vous avez des scénarios en tête. Suivant qu'il pleuve ou pas, vous décidez si vous allez prendre le métro ou aller à pied à votre bureau ou prendre votre bicyclette. Et là, tout au long de la journée, vous allez rencontrer des gens, mais il faut bien les observer. Hein. Il faut faire remarcher ce que nous appelons la socioperception, c'est-à-dire vous mettre totalement en attitude d'empathie vers l'autre, à la place de l'autre, et faire marcher votre intuition pour savoir si ce signal est trop faible pour avoir de l'importance ou si dans la journée, vous avez eu d'autres résonances avec le même type de signal. Tous ces signaux, on les récolte et on les consigne dans ces carnets de la métamorphose. Celui qui vient de paraître, c'est qu'apprenons-nous de la pandémie. Et ça part de l'étude des signaux faibles. Le suivant s'appellera qu'apprenons-nous des élections américaines et ça partira des signaux faibles. Nous récoltons tout cela pour arriver au comment. Le comment, au point de bifurcation, c'est la prise de conscience. Et il y a des choses phénoménales qui sont en train de se passer. La prise de conscience du problème climatique, la prise de conscience du problème sanitaire. On en a connu des grandes pestes. Celle-là, cette pandémie, elle est mondiale et la réaction à travers le monde est grosso modo la même. On veut protéger l'être humain. Et c'est ça qui est important. Alors, dans ces grands mots de la métamorphose, il y a bien sûr le vivant. On veut aller vers une société comme un cerveau. Et puis, il y a toute une série de voies sur lesquelles nous devons travailler, qui vont être, et on va travailler le mot-clé pour nous, c'est travailler sa socioperception. On va travailler sur d'autres formes d'organisation, des organisations bottom-up et non pas top-down. Vous savez, ça existe depuis un certain temps. Hein. Dans les années 70-80, vous aviez des très grandes entreprises, et je peux les citer, L'Oréal, Danone, Volvo, Gunnar, etc., qui travaillaient sur ces hiérarchies parallèles, ces réseaux parallèles, mais les années financières ont fait disparaître ce travail extraordinaire dans les organisations. Vous aurez d'autres formes de démocratie. L'homme libéré, la personne libérée, elle ne veut plus être représentée. Ça complique les choses pour la démocratie représentative. Elle veut peut-être pas prendre la décision, mais y participer. Et pour cela, localement, elle crée, c'est un mot très important de la métamorphose, des collectifs hybrides qui sont des associations assez curieuses, de gens qui ne travaillaient pas ensemble, des entreprises, des citoyens, des associations, des pouvoirs publics. Bon. Ils se mettent tous ensemble pour réaliser un projet local. Et puis le global sera pour garder la cohérence. Et nous appelons ça la gouvernance globale. C'est valable pour les États, c'est valable et ça existe déjà depuis longtemps dans les entreprises multinationales. Alors, ça c'est l'objectif. Je vous ai parlé, alors bien sûr, cette nouvelle démocratie, c'est pour travailler sur le bien commun. Et le bien commun, c'est l'écologie globale, protéger et l'homme et la terre, les deux ensemble. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la voie humaniste. Et vous avez les mots, là, on pourra en parler plus longuement.
c'est faire attention à tout ce qui est régénération et autopoïèse. Alors, les résistances, vous les connaissez, hein, c'est les résistances des institutions, c'est je ne veux pas quitter la Maison Blanche, c'est les résistances des grandes entreprises traditionnelles, et ces résistances peuvent entraîner dans les urnes des votes assez durs et dans la rue. Et vous l'avez vu au Liban, vous le voyez en Biélorussie, vous le voyez. Mais notre réseau international nous montre ce divorce qui est réel entre les gens ordinaires. Nous avons écrit un premier livre sur les gens ordinaires, comment ils transforment le monde, et entre les gens ordinaires et les dirigeants. Et vous avez des coagulations sociétales qui peuvent être dangereuses. C'est ce que je voulais vous dire sur les mots de la métamorphose. Et pour terminer, d'abord, il y a un point essentiel, hein, c'est mettre l'intelligence artificielle, ça fait partie des mots de la métamorphose, au service de l'humain. Il est évident qu'il n'y aurait pas eu de grand débat en France s'il n'y avait pas eu d'intelligence artificielle. Il est évident qu'aujourd'hui, les petits commerçants s'appuient complètement sur Internet pour pouvoir s'en sortir. Il est évident que les éducateurs s'appuient sur Internet. Nous avons besoin de l'intelligence artificielle à notre service. Alors, on va développer des nouveaux styles de leadership que nous appelons les leadership catalyseurs. C'est-à-dire, on recueille les émergences qui viennent du bas, on garde la cohérence et on les laisse monter. Nous travaillons sur le local, nous travaillons en économie sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a beaucoup de pistes sur le comment et qui nous amènent, et c'est la diapo suivante, à une société comme un cerveau. Cette société comme un cerveau, c'est une société autopoïétique. Elle travaille en bottom-up. Ah oui, vous savez, dans le cerveau, il n'y a pas de chef, hein. Ça tourne. Comme dans les familles, hein. Je vous ai pas dit, mais de temps en temps, c'était l'autorité du père, puis de la mère, puis celle des enfants, hein. Donc, ça tourne, les sociétés dans le cerveau. Elles travaillent en réseau interactif et en réseau de réseau, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le grand rebond, SOL, l'organisation apprenante, Apimorphose, le mouvement pour la métamorphose humaniste. C'est une société qui s'autogouverne et qui laisse en émergence et avec un leadership tournant et qui va catalyser. Alors, la conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop longue, c'est qu'on a gardé quelques mots-clés, la capacité d'adaptation, la complexité du vivant, l'idée de la société comme un cerveau et que nous vivons, et là je vais employer un nouveau mot, en simplexité. Ça c'est le mot d'Alain Berthoz, professeur au Collège de France, c'est-à-dire que face à la complexité, on va chercher des solutions élégantes. Et ça c'est votre boulot. Si vous entrez sur la place de l'étoile, vous êtes dans une hypercomplexité et vous avez toutes les chances de vous faire écraser, de vous faire embouteiller. En fait, vous cherchez des solutions élégantes. Vous vous mettez à la place de l'autre en permanence et vous employez des méthodes à vous souriez et vous sortez en très très bon état. Et ça, c'est la simplexité. Et nous vivons complètement dans cette forme de vie. Notre cerveau nous fait vivre en simplicité et c'est une forme d'organisation apprenante. Alors, il faut des mythes moteurs. Le mythe moteur, c'est la prise de conscience, c'est celui de l'écologie. Mais il y a un mythe moteur profond pour nous, très proche, c'est que l'Europe est considérée aussi bien par les Américains que par nos amis asiatiques comme ayant compris très tôt ce mythe de la métamorphose. Et c'est
peut-être que le 22e siècle, si on sait y faire face, si on sait faire face à cela, pourrait être un siècle européen. Et c'est la recherche d'une société qui a du sens et de transformer les îlots de changement en archipels de changement et en continents qui soient ouverts au changement. Voilà, ça c'est Apimorphose. Et je crois que c'est votre boulot, notre boulot à nous tous ensemble. Et merci de m'avoir écouté. Merci Irène pour cet exposé. J'aimerais vous demander de préciser pour vous en quoi le point de bifurcation dans lequel nous sommes est si majeur, pourquoi il est si différent de tous les points de bifurcation que l'humanité a connus et quel est le rôle que les acteurs économiques en particulier, les entreprises, doivent jouer, soit pour des raisons de responsabilité, ou bien d'intérêt, c'est-à-dire d'être en capacité de survivre dans ce nouvel environnement. Alors, nous pensons qu'on est au point de bifurcation. Nous pensons que nous y sommes parce qu'il y a les grandes tendances, les tendances lourdes dont parle Prigogine. Et je vous ai dit cette manière de l'homme de la fin du XXe siècle et de l'homme du XXIe siècle de faire mettre toutes les parties de son cerveau en dialogue en permanence, c'est un élément d'une nouvelle ère. Et c'est ça qui est vraiment très important. Nous avons vu dans les années 70-85 des très grandes entreprises qui ont compris cela. Et les ateliers flexibles de Per Gyllenhammar chez Volvo, les innovations de Renault dans sa grosse voiture, dont le nom m'échappe à l'heure actuelle, pour pouvoir y mettre toute une famille, tout le travail de Danone pour devenir une entreprise de santé, le travail de Bonduelle, l'entreprise de légumes pour la santé de tous. Vous avez eu vraiment des entreprises qui ont cherché le bien commun. Et le bien commun vu à un niveau supérieur. Et puis, tout s'est bloqué. Tout s'est bloqué par la prise de pouvoir totale de la finance et des actionnaires à court terme. Et si on dit aujourd'hui on est à un point de bifurcation, c'est que vous avez eu la montée du numérique qui, dans un premier temps, n'a pas été complètement saisi comme étant au service de l'humanité. On a cherché, on nous a dit, mais vous savez, les ordinateurs, ça a des sentiments, ça reconnaît, c'est assez si vous êtes triste ou pas triste, c'est l'ordinateur qui gagnera. Et ça aussi, c'est un point de bifurcation. Si on laisse faire, si on ne met pas à la place la vie et la mort c'est lié. La vie entraîne la mort qui entraîne la vie. Bon, c'est lié. Et donc, c'est ce sentiment que dans ces années 2000, 2020, 2030, pour diverses raisons, nous sentons que nous sommes à un point de bifurcation et pour les entreprises, c'est quelque chose de très important. C'est laisser monter l'innovation qui vient de la base. Mais vous voyez ça, mais dans beaucoup d'entreprises. Hein. J'ai discuté avec Michelin, avec L'Oréal, bon, on voit l'innovation qui monte de la base. Vous avez une couche traditionnelle qui veut que rien ne change, parce que finalement changer c'est pas très drôle. Et puis, vous avez au-dessus des socioperceptifs qui sentent qu'il faudrait bien écouter la base, mais entre les deux, il y a la couche traditionnelle. Et c'est là où tout votre travail de consultant, de formateur, nous, ce que nous faisons en organisation apprenante, ce qu'on fait pour éduquer à la socioperception est absolument capital. Alors,
Je vous ai pas dit que c'était gagné. Je vous ai dit qu'il y avait des grands enjeux qui peuvent être des prises de conscience. Dans les années 75, oui, je ne sais plus quel, c'était peut-être Antoine Riboud, je vais dire une bêtise, mais il parlait de l'importance de l'écologie. Mais tout d'un coup, c'est une prise de conscience. Et nous allons avoir d'autres prises de conscience. On est en train de prendre conscience que l'intelligence artificielle, elle nous est indispensable, mais à notre service. Et c'est le à notre service, c'est cette prise de conscience. Le point de bifurcation, c'est la prise de conscience. Et la pandémie, et c'est ça qui est passionnant et qu'on essaye d'expliquer dans le carnet 11, c'est que la pandémie, c'est une prise de conscience de cette planétarisation d'enjeux. Alors bon, là, c'est un enjeu sanitaire, mais il y a d'autres enjeux et c'est cette prise de conscience qui nous fait penser que nous sommes à un point de bifurcation où on peut faire quelque chose. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Merci Irène pour tous ces éclairages. Nous allons tout de suite enchaîner avec un échange avec Jessica. Jessica, la maison du management, c'est avant tout une communauté qui est implantée, je disais en introduction, à Paris et à Lyon, qui est composée d'environ 400 managers qui sont tous, et c'est ce qui est intéressant, dans une démarche permanente d'apprentissage et de transformation, qui font un travail sur eux-mêmes et sur leur entreprise, dans le but de faire progresser cette transformation managériale. Alors, tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission avec Irène, qu'est-ce que ça vous inspire en quelques mots? Merci beaucoup pour cet exposé très très clair. En fait, moi, j'ai vraiment retenu 3 points et ça m'éclaire vraiment par rapport à notre action, en effet, de formation, de mise en relation des managers. C'est vraiment déjà qu'on a un éclairage très clair pour expliquer, grâce à l'histoire, la complexité du monde actuel, qu'on appellera peut-être simplexité en effet, mais déjà pour mieux comprendre. Deuxièmement, de remettre les gens ordinaires au sein de la grande histoire. Et pour moi, je l'avais pas toujours en tête, donc je trouve que c'est très intéressant. Et surtout, et je vais retenir le 3e point, donc que nous sommes à ce point de bifurcation et que grâce à cette prise de conscience, comme vous avez dit, tout est possible. Donc en fait, moi, ça m'a permis vraiment de remettre toutes mes idées en ordre et de me dire que l'action que l'on fait au quotidien, d'essayer de faire progresser, de faire prendre conscience de ces choses-là et de changer les pratiques managériales. Et comme vous l'avez dit, il y a eu différents essais, mais là, c'est vraiment le bon moment. J'arrive à mieux remettre tout ça dans ce contexte de la grande histoire et j'avoue que ça me redonne beaucoup d'énergie dans une cause auquel on croit profondément, mais ça y remet encore plus de sens. Donc vraiment merci pour cet éclairage que je n'avais pas vraiment eu jusqu'à présent. Et d'une certaine façon, comment Jessica, dans la communauté de la maison du management, ce grand rebond ou ce point de bifurcation, selon la manière dont on le désigne, comment vous le percevez? Comment l'expriment les managers, les dirigeants aujourd'hui? Comment ils le vivent? Ils se posent beaucoup de questions, donc ils essayent de comprendre. Et en effet, des témoignages comme les vôtres, Irène, comme tous ceux de nos experts, nous permettent d'expliquer le monde et d'essayer de mieux le comprendre. Et j'adore votre métaphore de la société comme un cerveau, c'est-à-dire qu'ils viennent aussi à la maison du management échanger parce qu'en fait, c'est complexe pour eux. Donc, on va essayer que ça devienne pour eux plus simple. Justement, cette notion de simplexité, j'aime beaucoup, mais en tout cas, pour eux, au quotidien, c'est compliqué. Le manager, comme vous l'avez dit, il est entre 2 strates, les grands dirigeants, la grande finance pendant de longues années, et puis la base qui essaye de pousser. Donc en fait, le manager est vraiment cette courroie de transmission et il est au milieu de toutes les pressions. Donc en effet, il vient aussi pour se remettre en question et éviter d'avoir toute forme de certitude. Donc pour nous, comment on le voit chez nos adhérents, c'est qu'ils viennent chercher des thèmes qui vont tout à fait, Irène, avec tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'ils viennent pour dynamiser leur management et on a de plus en plus de thématiques sur l'intelligence, la contagion émotionnelle, évidemment l'intelligence relationnelle, tout ce qui est coopération, organisation collaborative, en fait tous ces mots qu'on entend mais ils viennent se nourrir pour regarder la raison d'être, l'agilité. Je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et surtout, l'apport des neurosciences aussi. Et en effet, on vient de voir en fait que voilà, tout est
comme un organisme vivant, et donc il faut qu'il s'inspire d'autre chose. Donc pour répondre, en fait, ils viennent trouver d'autres ouvertures pour s'inspirer et pour essayer, en effet, de s'adapter. Est-ce qu'il y a, Irène le disait tout à l'heure, il y a toujours des réticences au changement des freins. Est-ce qu'il y a une zone d'inquiétude sur la vitesse à laquelle les transformations s'opèrent, alors que le monde continue d'avancer très vite et qu'il y a ces bouleversements qui sont multiples et nombreux? Est-ce que il y a une zone d'inquiétude sur la rapidité de prise de conscience et de transformation concrète et opérationnelle pour donner corps à cette fameuse métamorphose? Moi, je reste très optimiste. À la Maison du Management, nous restons optimistes puisqu'en effet, il y a vraiment cette prise de conscience et donc il y a vraiment un terreau pour faire changer maintenant les choses. Avant de répondre plus en détail, j'aurais une question à Irène. Que nous dit l'histoire en fait sur le temps nécessaire pour ces changements de paradigme? Est-ce que là aussi, peut-être aussi la crise qu'on est en train de vivre est un accélérateur? J'aurais bien aimé avoir le point de vue de l'historienne sur le temps pour changer aussi les sociétés et les organisations. Alors, la première réponse, c'est qu'on ne prédit pas le futur, qu'il y a des tendances lourdes, que ça prend du temps, que là, nous avons, sur cette prise de conscience, et pendant cette crise, le sentiment que cela passe par l'éducation et par la formation, et que c'est long. C'est long, c'est pas du jour au lendemain. Il va falloir se donner un peu de temps, mais à tous les niveaux, il est en train de se passer quelque chose. Si on laisse faire dans l'autre sens, la métamorphose, elle sera reculée d'un siècle ou de 2 siècles, hein, j'en sais rien. C'est pour cela que dès aujourd'hui, nous avons écrit un livre sur comment les gens ordinaires, à l'écoute des gens ordinaires, comment ils transforment le monde, parce que c'est ce temps, on sait qu'il existera, et je ne peux pas vous dire combien de temps. Et ce que je voudrais dire de la Maison du Management, vous êtes en train de me le faire découvrir, Jessica. Je recevais vos emails, bon, très bien. Mais c'est que vous êtes un lieu probablement où des gens éclairés choisissent d'aller pour pouvoir discuter ensemble de ces enjeux. C'est la même chose probablement de VH, l'entreprise à visage humain. C'est la même chose d'Apimorphose. Et c'est là où nous devons travailler en réseau de réseaux et en collectif hybride. Et nous appelons ces lieux des tiers-lieux. Ce n'est pas votre domicile, ça n'est pas votre lieu professionnel, c'est un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu d'échange où de plus en plus, il se passe des choses. On en voit partout des tiers-lieux en France maintenant. Ils ne se décrètent pas, c'est comme le futur. Ils émergent parce que des gens ont envie ensemble, des gens ordinaires, de se réunir pour accélérer le processus. Le processus peut prendre du temps, hein. Et il ne faut pas se leurrer, ça passe par l'éducation, c'est lent, ça passe par la formation, ça passe par une nouvelle éducation sur le digital, ça prend du temps. Est-ce que, Jessica, justement, aujourd'hui où tout le monde court après l'urgence, la gestion de crise, les priorités sont presque en temps réel, est-ce que la vision long terme, est-ce que les managers sont en train de la perdre? Est-ce que c'est un risque? Ou au contraire, ils se saisissent plus que jamais de ces transformations profondes pour se mettre en mouvement, voire accélérer sur leur mutation? Ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'en effet, il y a l'urgence de la crise, il faut gérer le court terme, mais il y a vraiment une prise de conscience qu'on ne va pas pouvoir revenir comme avant. J'aimais bien aussi votre idée, Irène, de dire il y a le mot crise, c'est on revient comme avant, là on est vraiment dans métamorphose, donc non, on ne reviendra pas comme avant. Et les entreprises qui veulent aller au fond des choses en profitent vraiment pour faire des retours d'expérience, donc c'est vraiment l'idée des organisations apprenantes, de co-construire demain. Et on a bien vu quand même que les entreprises à mission,
celles qui ont une forte raison d'être. Hein. Vous en avez parlé de certaines, Irène, qui ont essayé de faire ça, en effet, il y a 20, 30 ans. Et là, maintenant, on revoit des nouvelles entreprises, dont des mutuelles, dont en effet des entreprises autour de la santé, du bien-être alimentaire, etc. En fait, elles s'adaptent et elles réagissent beaucoup plus vite parce qu'en fait, il y a une cohésion qui est forte, il y a une capacité de différenciation et elles créent de la valeur, elles engendrent des externalités positives. Et en fait, ces entreprises-là, les entreprises à mission qui sont en train de naître, elles ne sont pas encore nombreuses, mais je pense qu'il faut vraiment aller aussi dans ce mouvement-là. Et c'est vraiment par la raison d'être, le sens, qu'on va aller sur quelque chose de moyen terme. Donc pour moi, en effet, c'est vraiment porté et malgré la crise, on va vraiment aller vers quelque chose de plus profond. Mais comme a dit Irène, ça prendra du temps et il faut en effet que tout cela se passe dans ces tiers-lieux, en éduquant en effet les managers qui souvent sont un peu perdus. Et puis, j'avais aussi une autre question à Irène, c'est que pour moi, cette vision long terme est vraiment portée par la nouvelle génération, les millenniums, qui ouvrent la voie, qui font vraiment bouger les lignes, les relations, les priorités au sein de l'entreprise, ce côté, en effet, horizontal de l'organisation. Et je voulais savoir, voilà, l'avis d'Irène par rapport à ces nouvelles générations vers qui on doit se tourner aussi un peu pour faire du reverse mentoring. Comment aussi dans l'histoire, les générations ont pris le relais des métamorphoses, comment elles peuvent aussi accélérer ces changements. Ils ont une liberté et une créativité qui est quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai tout à fait confiance en eux. Ils cherchent du sens dans ce qu'ils font. Vous avez vu le manifeste des 30 000 étudiants qui étaient sortis des grandes écoles et qui veulent travailler dans des entreprises où il y a du sens. Cette jeunesse va pousser. Elle va être exigeante. Il ne faut pas que l'on l'écrase par la pandémie sous trop de règles. Elle doit garder sa capacité d'innovation et notamment sa capacité d'innovation à travers le monde, mais c'est effectivement l'exigence de cette jeunesse qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Autant vous dire que le titre Apimorphose, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un jeune. C'est un jeune et qui nous a dit bon ben alors on va tous se retrouver là, on a des tas de choses à raconter et ces carnets ils sont extrêmement amusants à faire. Et Jessica, si vous voulez qu'on parle de la maison du management et que vous donnez des éclairages d'histoires apprenantes, d'histoires étonnantes dans un carnet, c'est avec joie qu'on le fera, ou le grand rebond. Ce qu'on a envie de diffuser tout ce qui est en train de se créer et dont malheureusement peu de médias parlent. Voilà. Et la confiance dans la jeunesse, elle est très forte, elle est exigeante, hein, parce que il nous demande vraiment une société qui a du sens. Et quand on voit ces startups qui sont en train de rebondir en inventant d'autres choses dans une grave crise, c'est très impressionnant et très encourageant. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est que derrière, sur le happymorphose.com, on puisse poster des tas d'histoires de jeunes. Vous verrez, c'est un tout petit peu bordélique, c'est très impressionniste, mais c'est pour montrer la force de tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Je crois que parler de la jeunesse et de l'intergénérationnel, c'est un excellent mot de la fin. Il me reste à vous remercier toutes les deux, Irène et Jessica, pour votre participation à la première émission du Grand Rebond. Surtout, restez connectés parce qu'il y aura les questions en live à suivre après la diffusion de cette émission. Et puis, je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir des solutions concrètes à mettre en œuvre pour amplifier ce fameux développement humaniste et durable que l'on souhaite tous. Merci.